Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu rouge et soleil. Tant, tant, glaive clair, flot de sang vermeil. La troisième voie, c'est égalité et réconciliation, c'est-à-dire la France est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on est un pays, effectivement, comme le disait bien De Gaulle, un pays européen, blanc, de culture gréco-romaine et de religion chrétienne, et non pas judéo-chrétienne. Morano, il faudrait qu'elle apprenne bien les citations correctement, si elle veut citer De Gaulle. Mais qu'il y a eu une épopée coloniale voulue par la Troisième République maçonnique. Il faut le dire ouvertement. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Que dis-je? Un droit. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Voilà François Hollande qui est au pied de cette grande statue installée en 1910 aux Tuileries, dépose une gerbe, donc la figure de Jules Ferry qui est sur ce piédestal. Ce processus de colonisation est un processus de francisation de gens qui ne l'avaient pas demandé, et après il y a eu la décolonisation avec l'immigration de nos anciens dominions coloniaux, ce qui crée la situation française actuelle. Donc elle n'est pas sortie du hasard et elle n'est pas totalement inexplicable. En revanche, ce qui est sûr, c'est que depuis, on va dire, le regroupement familial, les choix politiques par rapport au flux migratoire de nos dirigeants politiques sont complètement dysfonctionnels, absurdes et catastrophiques. C'est le devoir de la France. La France, où le droit d'asile fait partie intégrante de son âme, de sa chair. C'est l'histoire qui appelle cette responsabilité et cette humanité. Compte tenu de cette analyse, il va falloir travailler d'arrache-pied à quelque chose dont parle beaucoup Zemmour, mais sans aller jusqu'au bout, c'est-à-dire renouer avec l'assimilation, c'est-à-dire arriver à faire des Français d'origine immigrée et de confession musulmane qui sont sur notre territoire, arriver à en faire coûte que coûte des bons Français, c'est-à-dire que des gens qui aiment leur pays, c'est-à-dire qui aiment la France. Or, là, il y a tout un tas de choses à faire. C'est-à-dire que, comme je le dis, si ces jeunes personnes n'aiment pas la France, c'est qu'ils ont des tas de raisons de ne pas l'aimer. Et je ne pense pas que ce soit à cause de l'épopée coloniale, comment dirais-je, de la prise de la Smala d'Abdelkader. Aujourd'hui, on va assimiler ces gens à la France de qui? À la France de François Hollande, de Manuel Valls, de Bernard-Henri Lévy, de Jacques Attali? Je ne suis pas un radis, et personne n'est un radis, donc les racines, j'y crois pas du tout, quoi. Les racines, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de peuple plus nomade que le peuple juif. Il n'y a pas de peuple qui non plus n'a pas plus de racines que le peuple juif. On a des racines même quand on est nomade. Un pays, c'est un hôtel. Non, si c'était la France de De Gaulle, d'Éric Tabarly, de Bayard, de Duguay-Clin, de Saint-Louis, je pense que ça serait plus facile, même pour des musulmans. Versailles était le dernier décor et le dernier acte de la visite du président des États-Unis à Paris. Et à travers cette admirable toile de fond, on a pu voir le général de Gaulle et Madame Kennedy ouvrir le cortège qui allait, circonstance dont la rareté fait aussi le prix, dîner dans la Galerie des Glaces. 3 février 1962, France a quitté le Havre pour sa première traversée vers New York. Gagnant la haute mer, le navire long de 316 mètres et déplaçant 56 000 tonnes atteint rapidement sa vitesse de croisière. Si certains passagers apprécient malgré le vent le soleil des ponts promenades, les autres préfèrent, à l'abri des ponts couverts, entourés des attentions du personnel, se livrer au confort des chaises longues. Le montage de l'appareil supersonique franco-anglais Concorde se poursuit à Toulouse dans les délais prévus. Le prototype 001 volera dans 1 an exactement. À noter qu'on a déjà vendu 69 de ces appareils révolutionnaires qui transporteront 130 passagers à 2335 km/h, entre 15 et 19 km d'altitude. 3 mois plus tard, le monde francophone se réunissait de nouveau en Afrique, dans le pays du poète qui écrivit « Les mots du français rayonnent sur le monde comme des soleils ». La biennale de la langue française s'ouvrait à Dakar le 2 décembre 1973. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que si on veut sauver la France en assimilant les populations qui ont du mal à s'assimiler pour des raisons qu'on vient de dire, il va falloir déjà commencer par dégager les élites illégitimes qui parlent au nom de la France. Par ma femme, je suis lié
de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. En fait, on s'est développé sur quoi? On est un pays, nous sommes développés en pillant les énergies dans d'autres pays, en faisant travailler les autres gratuitement. Et on continue à faire croire, les 30 glorieuses, qu'est-ce que c'était bien? Les 30 glorieuses. Je suis malheureusement complètement français. J'aurais bien aimé être quelque chose, je sais pas, un peu juif. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. C'est de faire en sorte que dans notre pays, on n'accepte pas que s'installent des discours de haine, des discours de stigmatisation, des discours d'opposition, et que ce que nous voulons montrer, c'est que nous sommes nombreux à vouloir être traités à égale dignité. C'est-à-dire qu'il va falloir chasser par le processus électoral, parce que c'est quand même le moyen le moins violent, tous les gens aujourd'hui qui parlent en notre nom et qui prétendent gérer une crise qu'ils ont créée de A à Z depuis 1975, que ce soit la gauche ou la droite. Les seuls qui ne sont pas pris dans le truc sont en tant que tiers exclu, le Front National, puisqu'ils n'ont jamais été aux affaires. Voilà. Donc, égalité, réconciliation, oui, à condition de relancer l'assimilation. On n'est pas un pays, comment dirais-je, comme le dit un pays multiracial, c'est un pays multiraciste. À un moment donné, c'est tous français, c'est tous aimant la France, mais il faut que cette France soit aimable. Or, cette France est détestable pour des tas de jeunes des banlieues, et pour les bobos de Bastille, elle n'est pas aimable non plus. Il y en a qui la détestent d'un côté, et de l'autre côté, ils ont du mal à l'aimer. Découvrir de nouveaux horizons, améliorer son anglais et doper sa carrière, échapper à l'impôt sur la fortune, ou encore créer son entreprise dans un pays prospère, les Français sont de plus en plus tentés et le phénomène a pris de l'ampleur. Chaque année, ils sont 100 000 qui quittent le pays pour aller s'installer à l'étranger. C'est l'équivalent d'une ville comme Nancy qui s'expatrie. Le premier choix, c'était pas de partir à l'étranger comme ça, c'était vraiment une volonté de quitter la France, parce que j'arrivais sûrement à une saturation liée à plusieurs frustrations économiques, politiques, sociales, juridiques, et peut-être une arrivée à un ras-le-bol de tout ça. Quelle raison aurais-je, moi, si j'avais 20 ans, d'aimer la France de François Hollande, de Manuel Valls et de Hanouna, et même de Benzema, attention, qu'on ne pense pas que je cible particulièrement. Cette France-là n'est pas aimable. Alors pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Dans cette course au buffeton, faut pas ralentir avant que tu puisses un jour t'amortir. T'imagines bien que dans mon 9-3, on sait y faire. Que ce soit dans le sport ou le terre-terre, dis-toi bien qu'on nique ta mère. La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Elle n'est pas respectable. Et d'ailleurs, elle n'est plus respectée, notamment par sa politique étrangère, par le grotesque de ses élites, par les écrivains qu'on monte au pinacle en France, comme des Christine Angot ou des choses comme ça. Pourquoi les gens écrivent et pourquoi les gens lisent? Parce qu'ils ont besoin de retrouver un réel qui ait du sens, c'est-à-dire dans lequel ils se retrouvent, qui soit lié, qui existe, qui soit quelque chose qui soit pas faux, quoi. Ça, c'est une idée de jardin, c'est pas un jardin. On a perdu totalement notre prestige, on a perdu totalement notre respectabilité, et donc notre jeunesse, qu'elle soit de souche ou d'origine immigrée, n'aime pas ce pays. Alors les deux souches n'arrivent plus à l'aimer, et ceux qui avaient déjà un contentieux colonial le détestent. Voilà. Donc égalité et réconciliation, mais je veux dire, il va falloir que ce soit une main tendue mais ferme. Oui, ça c'est intéressant parce que je crois que les socialistes, qui sont vraiment des gens de très courte vue, pensent qu'avec leur petit numéro où ils ont redécouvert hier la Marseillaise et le drapeau français et l'utilité de la police et de l'armée, alors que je vous signale qu'ils détruisent méthodiquement la police, l'armée et le drapeau année après année, pensent que ça va leur rapporter au régional, parce qu'effectivement, d'un seul coup, il y a la réconciliation nationale face à l'ennemi commun. C'est une vieille stratégie politique. Les yeux mouillés, les paroles rares, et là vous entendez donc une Marseillaise qui retentit. Les particuliers qui viennent maintenant, ils ne ressentent plus le besoin de se justifier sur l'achat du drapeau français comme auparavant.
quand ça va mal. En Israël, ils font ça chaque fois qu'il y a des élections. Ils réenclenchent une petite opération sur Gaza. Hein, que chaque fois que Netanyahou pense qu'il est en baisse dans les sondages, il va faire assassiner au phosphore blanc quelques femmes et quelques enfants à Gaza. Donc ça a toujours marché, hein, la solidarité face à un danger imminent. Peut-être que François Hollande pense qu'il va, comme avec l'affaire Charlie, remonter un peu dans les sondages. Ce qui est possible, mais c'est très court. Or, comme les Français oublient très vite, et puis qu'il y a quand même des fondamentaux assez lourds, je pense que le vrai bénéficiaire de l'opération Super Charlie, l'opération Vendredi 13, comme dans la série de films Vendredi 13, là. La conséquence, ça va être un vote massif Front National au régional. Parce que l'air de rien, quand on écoute aujourd'hui Philippe Val... Depuis le début des années 80, il y a une partie de l'islam qui ne cesse de se radicaliser, et il faut parler de ça. Mais on n'a pas su dire notre amour de notre système politique, on n'en a pas été assez fiers. Celui qui dit tout ça depuis des années, bien avant Philippe Val, c'est Jean-Marie Le Pen. Si vous prétendez vivre dans vos lois, avec vos mœurs à vous, avec votre culture, alors il vaut mieux que vous rentriez chez vous. Sans cela, tout cela se terminera très mal. C'est-à-dire que le parti politique qui, par ses analyses et son projet, est le plus en phase avec la réalité angoissante de la France et avec ce à quoi tout le monde aspire, y compris d'ailleurs les politiques en place, c'est le programme du Front National. Je suis désolé. Les vraies questions, il y en a 4 vraies questions, 4 domaines dans lesquels il faut agir tout de suite. L'immigration et les frontières. Retrouver nos frontières. Donc suspendre Schengen immédiatement et arrêter l'immigration massive qui est évidemment, parce qu'elle est anarchique, le terreau du communautarisme. Communautarisme qui est lui-même le terreau du fondamentalisme islamiste. Lutter contre le fondamentalisme et rétablir la laïcité. On a tout abandonné depuis des années, on a fermé les yeux, on a fait preuve de lâcheté et d'aveuglement alors que ça se déroulait sous nos yeux. Ces grandes migrations que nous vivons aujourd'hui sont la conséquence de la déstabilisation de la Libye. Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, avec le soutien de François Hollande, ont livré la Libye au fondamentalisme islamiste, au chaos, au désordre, Gaddafi au meurtre, à la barbarie. Voilà. Si je me dis si on veut vraiment que l'oligarchie mondialiste bénéficie entièrement du truc, pourquoi aiderait-il le Front National? Alors on va dire le vote Front National est un dégât collatéral d'une stratégie mondialiste qui peut pas tout intégrer, hein, par définition. Hein. Je dis aux électeurs du Front National que je comprends leur colère, leur angoisse et leur sentiment d'abandon, mais que voter Front National conduira la région à une voie sans issue et au déclin définitif. Ou alors, effectivement, dans cette stratégie de la peur, puisqu'on est déjà, je vous signale, on est passé d'un état de droit à, le terme exact, c'est... L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite, et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. Donc on est déjà sorti de l'état de droit, hein, on est déjà dans l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est l'interdiction de manifester, par exemple. Je vous signale que s'il y a encore un événement du même ordre, on passe effectivement à la loi martiale, et là, les élections sont annulées. Donc on peut aussi penser, quand l'oligarchie mondialiste voit qu'elle n'arrive pas à freiner la montée du Front National, on peut aussi penser à créer une situation telle que les élections soient annulées. Je vous signale qu'entre 1939 et 1945, il n'y a pas eu d'élection. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Cette collaboration doit être sincère. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Il est évident que dans cette situation où l'État français va opter pour une politique durement anti-musulmane, c'est-à-dire va au niveau local s'opposer à des ouvertures de mosquées, même faire détruire des mosquées, il est de la tradition de nos élites oligarchiques
dont je peux pas trop citer le nom parce que ça me met en danger, de faire toujours le sale travail par les autres et de n'avoir jamais de sang sur les mains. Rappelez-vous comment le Sanhédrin a obtenu la peau de Jésus-Christ. Ils se sont servis du pouvoir romain et de Ponce Pilate. Je dis Barabas. Im Yeshua Ansaret. Yistalem! Et moi, je crois que le rôle qui va être dévolu au Front National de Marine Le Pen, et ce pourquoi maintenant elle est décrétée irréprochable par notre maître à tous, maître Kuckerman. Je crois qu'on est tous conscients dans le monde juif que derrière Marine Le Pen, qui est irréprochable personnellement, c'est qu'effectivement, cette ratonnade, qui ne peut être assumée ni par nos élites du CRIF, ni par nos élites maçonniques, sera déléguée et confiée à l'éternelle extrême droite, c'est-à-dire au Front National, qui assumera localement le rôle de s'opposer aux constructions de mosquées et de persécuter le prolétariat et le sous-prolétariat musulman. Ce qui se passe déjà, je vous signale, dans ce laboratoire qu'est Béziers de Robert Ménard. Sur notre antenne, Robert Ménard confirme l'existence de statistiques ethniques dans les écoles publiques de sa ville de Béziers. Je vais dans mes écoles, je fais le tour des écoles et je constate ce qu'il en est. On n'établit aucune liste, on essaye de savoir ce qu'il en est pour pouvoir peser sur l'école. La mairie de Béziers classe ainsi les écoliers de la ville par religion selon leur nom. À partir de cette étude, Robert Ménard indique que 2/3 des élèves de Béziers sont issus de l'immigration. Robert Ménard a également décidé de partir en guerre contre les vendeurs de kebab. Je trouve qu'à un moment donné, trop c'est trop. Quand il y a trop d'immigrés dans un pays, c'est trop d'immigrés. Ou même quand on voit mon ancien camarade, comme il s'appelle David Racheline, s'opposer à une construction de mosquée à Fréjus. Dans ce quartier de Fréjus, les musulmans prient dehors, devant la grande mosquée. Le bâtiment, flambant neuf, n'a jamais pu ouvrir ses portes, car le maire, Front National, a déposé un recours. Le permis de construire ne serait pas valable. Dans un état de droit, la justice doit être la même pour tout le monde et on ne fait pas rentrer 2000 personnes dans un édifice qui est construit alors même qu'il n'y a pas de permis de construire. Dans le projet du Front National, il y a un projet économique et un projet, on va dire, ethnico-religieux. Je pense que le pouvoir oligarchique empêchera totalement le Front National d'appliquer son projet économique, alors que c'était souhaitable, mais par contre, lui laissera appliquer le projet de désislamisation. Et le Front National pourra s'en sortir au niveau de ses électeurs en disant j'ai au moins réussi sur un des deux tableaux. Mais ce tableau-là, finalement, c'est ce que veut l'oligarchie mondialiste, hein, c'est-à-dire dévier une crise sociale en crise ethnico-religieuse, valider le choc de civilisation et aider aussi, comment dirais-je, aider à la communication d'Israël. Hein, c'est objectif comme constat. Ce qui est tragique, c'est qu'au moment où je peux prétendre, que j'ai eu raison depuis 2003 sur l'enchaînement des événements, et au moment où je dirais la ligne égalité-réconciliation est la plus nécessaire, je subis étrangement, alors que ça devrait être la ligne même du gouvernement, de nos dirigeants, de nos intellectuels, je subis une persécution de plus en plus violente. Une persécution qui vient de l'extérieur, on va dire, c'est-à-dire signalement pour des commentaires ironiques sur Facebook qui ont été permis par la loi renseignement. Il faut comprendre pourquoi, à la limite, il peut y avoir des djihadistes dans les rues. C'est parce que les flics de la loi renseignement passent leur temps à traquer Dieudonné et moi sur Internet pour voir s'ils font pas des quenelles ou des plaisanteries. Donc pendant ce temps-là, on risque pas de trouver les caches, comment dirais-je, en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'ils vous ont parlé de l'attentat? L'attentat qui? Je vous l'ai dit, je connais personne. Est-ce que vous saviez pour le Bataclan? Ils m'ont dit qu'ils allaient s'éclater au Bataclan. Moi je leur ai dit bon concert. Que pouvez-vous dire à propos de la bombe? Je sais pas moi, ils m'ont demandé si je savais faire une bebon. Ouais, j'ai cru qu'ils voulaient aller à la piscine. Vous étiez pourtant au courant qu'ils venaient de Syrie? En Syrie, je croyais qu'ils parlaient de la voix de l'iPhone, moi. Donc je subis une persécution permanente. J'ai 2 procès par mois en moyenne. Tout ça pour du délit d'opinion, parce que je dis des vérités gênantes et que je propose des solutions qui sont des solutions de paix,
comme Dieudonné, hein, qui est en paix, dont visiblement le pouvoir ne veut pas. Les théories du complot, c'est une manière de diffuser le venin du racisme et beaucoup de l'antisémitisme, parce que souvent ça se termine par des histoires de complot sioniste international. Et par rapport à ça, il faut trouver les failles juridiques pour arriver à des poursuites. Sans toucher à la liberté d'expression. Oui, Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que des Soral, des Dieudonné, des Panamza, ces gens qui dispensent une parole de haine. Si on les laisse faire, ce sont eux qui tiennent la place sur Internet et les réseaux sociaux, et ils le font, il faut le dire, avec un certain talent. Alors oui, grâce à la loi renseignement, j'ai été convoqué à la police pour un signalement, c'est-à-dire de ceux qui sont censés chercher les terroristes islamiques. Mais je vous dis qu'ils sont déjà très peu nombreux, mais ils passent leur temps à traquer Dieudonné et les quenelleurs et les commentaires que je pourrais faire sur Facebook. Et donc j'ai été convoqué par la police en disant que j'aurais fait une plaisanterie d'humour noir, ironique sur les époux Klarsfeld. Hein, voilà. Et d'ailleurs ils disent on l'a pas trouvé, mais des gens se sont plaints de ce commentaire qu'ils n'ont pas trouvé. Alors je dis vous l'avez pas trouvé parce qu'il n'existe pas. Ils disent oui mais bon, des gens ont commenté le commentaire qui n'existe pas. Vous voyez, c'est un peu comme il y a d'autres sujets comme ça où on construit tout un monde sur quelque chose qu'on n'a jamais trouvé. Mais non, mais non. C'est le début. Évidemment, je fais référence au corps du Christ ressuscité, pas à d'autres sujets sur lesquels il y a des lois qui m'enverraient directement en prison. Et donc, j'ai dit à ces policiers, hein, je leur ai dit, vous n'avez pas honte de me convoquer pour ça? Ils m'ont dit oui. Hein, ils m'ont dit oui. Hein, et je leur ai dit, bon, bah, je rentre chez moi, c'est bon, j'ai rien à dire de plus. Alors normalement, ce dossier, comment dirais-je, cette enquête de police aurait dû être transmise à un juge d'instruction. Comme le délit n'est pas constitué, ça se serait arrêté là. Mais comme le politique le sait, et que M. Kuckerman a exigé depuis déjà 2 ans qu'on me mette en prison, ça a été transmis directement au parquet, et le parquet, en ce qu'on appelle citation directe, je crois, me fait un procès. Donc je vais me retrouver au tribunal pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. J'ai pas dit que Al Nostra faisait du bon boulot, moi, hein, parce qu'il paraîtrait, même si ce n'est pas, attesté, que j'aurais fait un commentaire ironique sur les époux Klarsfeld. Ce que je veux... Ça me titillait. Voilà où on en est en France. Hein. Je vous dis, je songe de plus en plus à demander l'asile politique à la Corée du Nord. Oui, alors il y a 2 interprétations. Il y a l'interprétation malhonnête des médias qui disent, voyez, Dieudonné a un lien avec les attentats puisque le frère d'un des kamikazes était à la main d'or. Et puis il y a l'analyse honnête à faire, dire voilà, c'est comme une allégorie. C'est-à-dire il y a 2 frères élevés par la même famille. C'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement. Al-Qaïda, Tarpley disait, il a raison, la légion arabe de la CIA. C'est l'infiltration dans les milieux islamistes canalisée au profit des intérêts américains. Là, ce qui me plaît, c'est traître un jour, traître toujours, traître à l'un, traître à tous. C'est-à-dire que maintenant, après s'être fait élire sous l'étiquette Front National, sinon il n'aurait jamais pu se faire élire député européen, maintenant il quitte le Front National. Hein, en me reprenant en plus des arguments à moi en disant une fille qui trahit son père peut trahir ses électeurs. Ça inspire pas confiance parce que quelqu'un qui trahit son père peut d'autant plus trahir ses électeurs. Il a tellement peu d'imagination qu'il me pique même mes slogans. Hein. Donc voilà, donc je l'ai aidé à se faire élire et il m'a trahi. Logiquement, il y a quelqu'un qui devrait être content ce soir, c'est Alain Soral. Quelqu'un qui a tout compris des forces profondes de l'histoire, celle que ne veut pas voir notre bon bourgeois occidental, aveuglé qu'il est par les chiffons rouges agités devant ses yeux par la grande presse. Donc écoutez-le et lisez-le. Nous n'utilisons pas forcément les mêmes mots, et tant mieux, mais nos pensées sont en convergence. D'abord, qui est Alain Soral? Où sont ses livres de référence sur les relations internationales? C'est le Ron Hubbard de l'antisémitisme.
Il a compilé 2-3 classiques de l'extrême droite sur la Fed et les banquiers juifs et a pondu un prêt-à-penser pour racailles de banlieue. Et après, une fois qu'il a été élu Front National, il a aussi trahi le Front National. Donc c'est vraiment le traître permanent multicarte. Simplement, ce qui se dit un peu partout, c'est de toute façon, il ne sera jamais réélu, quoi. Je veux dire, il va être député européen pendant, il reste, je crois, 4 ans encore, et puis après, il disparaîtra, quoi. Voilà. C'est la vraie de vraie, celle que l'on guingeait avant la guerre au bal de la glacière. Les jeunes maintenant, c'est trop élégant. On voit que des gens de droite qui voient bien que l'UMP n'est plus l'alternative au PS, d'ailleurs maintenant ça s'appelle les Républicains, que les Républicains ne sont plus l'alternative aux démocrates, parce que je pense que le PS va bientôt changer de nom aussi pour américaniser totalement le truc. Morano, qui ressemble un peu à Marine Le Pen, se dit pourquoi je ferais pas je me travestirais pas en Marine Le Pen pour essayer de capter des voix. Je distingue de ce qui est la menace aujourd'hui. La menace aujourd'hui, pardon, mais ce ne sont ni les chrétiens ni les juifs. La menace aujourd'hui, c'est ceux qui utilisent l'islam contre les religions et contre ceux qui ne sont pas des croyants. Alors elle se met sur la même ligne, ce qu'elle n'aurait jamais osé faire avant, au nom de l'arc républicain et des impératifs de l'arc républicain, sur l'antiracisme, etc. Là, elle y va gaiement. Mais alors, au lieu de sortir la phrase de De Gaulle, qui est, tu peux me la citer exactement ? Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Donc, Madame Morano, vous voyez bien qu'il n'y a pas judéo-chrétien. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait. Et pourquoi elle a dit judéo-chrétien ? Parce qu'elle s'est dit, si je dis judéo-chrétien, je serai couvert par le CRIF pour ma sortie raciste. Parce que c'est une sortie raciste qui va toucher les musulmans. Vous avez des quartiers où le nombre d'étrangers est supérieur au nombre de Français aujourd'hui. Et quand vous voyez, Léa Salamé, le nombre de personnes qui portent des voiles intégraux en France, même dans ma ville natale. Voilà, donc elle a fait une fausse citation de Gaulle qui prouve pas qu'elle est du tout qu'elle n'est pas dans une position de courage politique pour s'opposer à la limite à l'islamisation de la France, mais elle est en train effectivement d'envoyer des petits signaux de soumission et d'allégeance au CRIF. Le nombre de personnes qui ont peur aujourd'hui d'aller à la synagogue en France, qui sont protégées aujourd'hui, je trouve ça extrêmement grave. On a besoin d'être dans cette cohésion nationale chez nous. Je rappelle que ce terme judéo-chrétien est un oxymore. Dire judéo-chrétien, c'est comme dire monarcho-républicain. Hein. Et c'est un oxymore inventé par les élites juives à la fin du XIXe siècle, en même temps d'ailleurs que le terme antisémite. Antisémite étant un terme pour en fait inverser le sens de ce que veut dire judéo-critique ou anti-judaïque. Le judéo-criticisme ou l'anti-judaïsme est une critique en général chrétienne d'une idéologie qui est une idéologie raciale, hein, c'est-à-dire critiquer le peuple élu, c'est-à-dire c'est un antiracisme, le judéo-criticisme. Hein. Et en général, c'est un antiracisme chrétien, hein, qui montre effectivement que les Juifs n'ayant pas écouté le message du Christ et reconnu le Christ comme le Messie, ne se sont pas universalisés et sont donc restés, de fait, en se radicalisant d'ailleurs par le Talmud, des racialistes. Selon la religion judaïque, le meurtre d'un Juif est un crime capital et l'un des 3 péchés les plus abominables à côté de l'idolâtrie et de l'adultère. Le cas est tout à fait différent si la victime est un gentil. Le juif qui tue délibérément un gentil n'est coupable que d'un péché contre les lois du ciel, non punissable par un tribunal. Quant à être la cause indirecte de la mort d'un gentil, ce n'est pas un péché du tout. Israël Shahak, Histoire juive, Religion juive, le poids de 3 millénaires. Donc les Juifs qui sont très forts pour jouer avec les mots et jouer sur les mots ont créé ce mot antisémitisme pour faire finalement de quelqu'un qui critique le judaïsme et les pratiquants du judaïsme des racistes, alors qu'ils sont en fait de façon évidente et logique, tel que je viens de le démontrer, des antiracistes. Hein. Là, on est sur cette séquence-là. Et de même, ils ont inventé le terme de judéo-chrétien pour dire en gros que finalement cette domination progressive des élites juives à partir des nouvelles féodalités financières, c'est-à-dire dès la Révolution française, était finalement un processus historique logique, que les Juifs se mettent à dominer les chrétiens de France, puisque finalement nous avions le même système de valeurs et nous étions finalement des sortes de cousins
Hein, là, les cousins, c'est plus les autres, c'est nous, puisque nous avions les mêmes valeurs judéo-chrétiennes. L'histoire, ça compte pour le sentiment national d'un peuple, le sentiment que nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne, c'est quelque chose d'important. Absolument. On est dans un pays de tradition judéo-chrétienne. C'est difficile, mais pour certains, mais il faut s'y faire. Or, ces valeurs judéo-chrétiennes n'existent pas. Hein. Il y a une rupture radicale entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, enfin plutôt entre la nouvelle alliance et l'ancienne, hein, sur 2 piliers fondamentaux, c'est-à-dire l'universalité de l'élection et la fin de la circoncision, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de peuple élu, tous les hommes sont le peuple élu, hein, c'est-à-dire c'est retirer aux Juifs leur rôle d'avant-garde. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Et puis le deuxième pilier, c'est la Jérusalem céleste, c'est-à-dire mon royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire le projet juif était la domination terrestre des Juifs sur les autres. Yahvé leur donnerait la victoire sur les autres, c'est-à-dire c'est une domination terrestre qui a beaucoup à voir avec le sionisme contemporain. Les gentils seront là pour paître vos troupeaux. Les fils des gentils seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera prêtre de Yahvé, on vous nommera ministre de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous parerez de leur magnificence. Alors que Jésus-Christ nous dit bien que le royaume à conquérir n'est pas de ce monde. Ces 2 piliers qui fondaient le judaïsme, c'est-à-dire l'élection du peuple juif et le triomphe terrestre des Juifs sur les autres grâce à leur Dieu unique Yahvé, Jésus-Christ les abolit par la Nouvelle Alliance en disant « il n'y a plus de Juifs, nous sommes tous Juifs » et le royaume qui est à conquérir est le royaume des cieux. Hein, donc, il n'y a pas de judéo-christianisme. L'expression judéo-chrétien est la plus grande aberration de l'histoire. C'est le plus grand scandale intellectuel jamais produit par l'intelligence ou la prétendue intelligence humaine. Comment peux-tu dire judéo-chrétien? Si tu sais juste, tu peux être chrétien, si tu comprends ce que c'est être chrétien. Ça va pas ensemble, c'est impossible, il n'y a rien à voir. Là où commence l'un, l'autre disparaît. C'est ce que la Torah nous dit. Ou les hommes, il homme. Ou lui, ou vous. Et si après on veut aller au-delà de l'analyse, je dirais, sémantico-théologique, quand le général de Gaulle dit que la France est chrétienne, il fait référence au catholicisme apostolique romain. Hein, et en fait, la France est un pays, non seulement plus que chrétien, c'est un pays catholique, qui s'est opposé violemment, et le plus violemment, je dirais, d'Europe, contre le protestantisme. C'est l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire de France. Un massacre qui hantera Charles IX jusqu'à le tuer. En une nuit, le 24 août 1572, 3000 protestants seront mutilés, exterminés dans les rues de Paris. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Si la France catholique s'est opposée aux protestants, c'est pas pour accepter le judaïsme, puisque je veux dire le protestantisme n'est qu'un, comment dirais-je, un produit intermédiaire entre le catholicisme et le judaïsme, et une médiation vers le judaïsme. Comme l'a dit De Gaulle en plus, la France est catholique, apostolique romaine, parce qu'elle est aussi, je dirais, de culture gréco-romaine, gréco-latine. Hein. Et il y a beaucoup à voir entre la culture gréco-latine et entre le christianisme à la française, qui s'appelle le catholicisme. Hein. Oui, ce qui prouve bien que la France est comme dirait Valls, à l'avant-garde du sionisme international. Merde, quand même. Hein, parce que si je me rappelle de l'époque de l'Afrique du Sud, du temps où Mandela était le plus vieux prisonnier politique d'Afrique du Sud, il était totalement normal pour quelqu'un de gauche de participer au boycott de l'Afrique du Sud. L'organisation en Angleterre, au stade de Wembley, d'un concert géant pour rendre hommage à l'occasion de son 70e anniversaire au dirigeant noir sud-africain Nelson Mandela, emprisonné depuis 24 ans, a engendré d'autres réactions anti-apartheid en Afrique du Sud et en Europe. Depuis le début de l'après-midi, les stars du rock défilent sur la scène devant 70 000 personnes et plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. Or là, le BDS, il s'agit simplement de boycotter les produits qui sont produits en Cisjordanie occupée. Hein.
c'est-à-dire illégalement, compte tenu des résolutions de l'ONU. Or aujourd'hui, la même justice française qui me condamne systématiquement, et qu'on ne doit pas appeler la justice française, mais le parquet ou l'institution judiciaire, a déclaré en appel, je crois, ou même en cassation, illégal, de recourir au boycott pour s'opposer à une politique condamnée par l'ONU et condamnée par les droits de l'homme et condamnée par toutes les gauches possibles et imaginables. Ce qui veut bien dire que l'avant-garde du sionisme international, c'est la France, et que le sionisme a soumis entièrement les institutions françaises à son pouvoir, et notamment, peut-être récemment, mais en tout cas sous l'ère Taubira, c'est très certain, et je le constate moi-même à mes dépens tout le temps comme Dieudonné, a soumis, la justice française aux intérêts israéliens. Nous condamnons toutes les campagnes de boycott à l'égard des produits israéliens. Il n'y a aucun sens à ces campagnes. Il y a trop souvent dans un certain nombre d'initiatives des arrière-pensées qui ne sont pas malheureusement des arrière-pensées, qui sont tout simplement des pensées, la volonté derrière de confondre critique légitime de la politique de l'État d'Israël avec l'antisionisme et l'antisionisme qui bascule dans l'antisémitisme. La France est aujourd'hui une colonie israélienne, pour moi c'est certain, et nous vivons dans une situation tragique qui est d'être pris en sandwich entre les territoires perdus de la République. La France est une gare, on s'est fait trahir le système. Voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France aussi dans une musique populaire. Et les territoires occupés de la République, effectivement, qui sont notre oligarchie politique, médiatique, entièrement soumise au sionisme, comme s'en vante le Premier ministre Valls. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Je crois que là, il n'y a pas de paranoïa de Soral. Je ne fais que citer des faits. Voilà. À un moment donné, des gens du voyage, ces espèces des gens du voyage, en fait, c'est-à-dire des gitans, des nomades qui malheureusement on peut appeler en termes de sociologie des nomades parasites ou des nomades prédateurs, pour faire libérer un des leurs de prison qui ne devait pas y être par hasard, ont décidé à un moment donné de s'en prendre à l'espace public et de pratiquer des saccages graves et des désordres, des troubles à l'ordre public violents. Manuel Valls s'est rendu sur place. Il n'a strictement rien fait pour sanctionner les gens qui méritaient d'être sanctionnés par la loi. Il n'y aura aucune impunité. Et ceux qui se sont livrés à ces actes, c'est le travail de la justice. Elle le fait de manière indépendante, mais elle le fera. Ceux qui se sont livrés à ces actes seront interpellés, poursuivis et sanctionnés. Mais il se trouve qu'au moment où il s'est présenté sur le terrain, il y a un jeune de 24 ans qui lui a fait une quenelle. Cette quenelle a été prise en photo dans les médias, c'est-à-dire on a vu Manuel Valls se faire un peu ridiculiser par un jeune qui a bien compris que c'était un geste de dissidence. Et on a découvert quelques jours après, alors qu'aucun des gens du voyage délinquants n'avait été interpellé et que rien n'avait été fait, que ce jeune homme de 24 ans a été interpellé chez lui par une escouade de gendarmes armés à 6 heures du matin, et qu'il va être déféré au parquet, et qu'il risque pour ce geste qui n'existe pas dans la loi, enfin je veux dire il n'y a pas de condamnation pour les gestes, et ce geste n'a pas de définition autre que celle d'Akana Jakubowicz, qui ne fait pas partie, qui n'est pas mandaté pour donner légalement le sens au geste. Ou alors il faut qu'on nous explique que la loi n'est pas la loi et qu'on n'a rien compris à ce que c'est que la République laïque et égalitaire. C'est un autre sujet. Enfin, résultat des courses, ce jeune de 24 ans, pour avoir fait ça à Manuel Valls, risque, tu vas me le dire, 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà où on en est en France aujourd'hui, alors que nos jeunes se font flinguer dans les rues à cause des choix politiques. Je rappelle que Manuel Valls a couvert tout le soutien à Daesh en tant que Premier ministre et même en tant que ministre de l'Intérieur. Il est complice de tout ça. Les services secrets syriens sont venus il y a 2 ans lui proposer la liste de tous les djihadistes français opérant en Syrie. Manuel Valls a dit pas question. Nous n'échangeons pas de renseignements avec un régime tel que la Syrie. Au lieu d'assurer la sécurité des Français et d'avoir des choix
intelligent pour la France. Ces gens-là se laissent humilier et ridiculiser par des nomades prédateurs et délinquants dits gens du voyage. Pour prendre un peu de recul, on revient maintenant sur ce qui s'était passé il y a 2 mois, cette fois dans la Somme, vous l'avez sans doute en tête, comme à Moirans, des gens du voyage avaient bloqué l'autoroute A1 pour qu'un des leurs, incarcéré, puisse assister aux obsèques de son père. La circulation avait été totalement interrompue pendant plusieurs heures. Les dégâts évalués à 1,5 million d'euros. Eh bien non, pour le moment, toujours aucune interpellation, aucune arrestation au moment des faits. Fin août, aucun flagrant délit. Et par contre, pour montrer qu'ils existent, vont aller envoyer au tribunal un petit gamin de 24 ans qui leur a fait ça. Voilà, on en est là en France aujourd'hui. Hein. Et je mets en garde ceux qui voudraient mettre en cause l'autorité de l'État. Parce que chaque fois que l'État a eu à intervenir, y compris dans la lutte contre le terrorisme, contre toutes les insécurités, l'État était là. Les autres attaques contre la communauté juive en 1920, 1921 et 1929 ont été faites par l'appel du grand moufti de Jérusalem, qui a été accusé de crimes de guerre lors du procès de Nuremberg, parce qu'il a eu un rôle central dans la conception de la solution finale. Il est allé à Berlin. Hitler ne voulait pas exterminer les juifs pour l'instant, il voulait les déporter. Et le grand moufti a rencontré Hitler, il lui a dit que si les juifs sont déportés, ils vont venir en Palestine. Donc qu'est-ce que je dois faire d'eux? Et le grand moufti a dit, brûlez-les. Si n'importe qui sur Terre avait dit ça, ça aurait fait un tollé immense, et le type, fût-il même le président des États-Unis, la plus grande puissance du monde, aurait été obligé de s'excuser platement et de faire, comme on dit, teshuva et de se prosterner. Netanyahou, lui, peut dire strictement n'importe quoi, hein, sans être jamais emmerdé. Ce qui est quand même la preuve de la hiérarchie et des pouvoirs dans le monde. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, parce que là, on touche à la question du révisionnisme, hein, du révisionnisme historique. C'est-à-dire que comment quelqu'un, à un moment donné, change l'histoire en fonction de ses intérêts immédiats. Qui commande le passé, commande l'avenir. Qui commande le présent, commande le passé. Et là, on est dans donc quelqu'un qui a tout pouvoir et qui décide du jour au lendemain, alors qu'avant on nous expliquait que les Allemands étaient le peuple maudit pour avoir programmé l'extermination des Juifs. On parle d'ailleurs de génocide juif comme s'il y avait eu génocide, c'est-à-dire comme si les Juifs avaient été réduits à l'état des Indiens d'Amérique, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas, je crois quand même. Et là, d'un seul coup, ce n'est plus Hitler le responsable. C'est finalement un Palestinien, hein, c'est-à-dire le grand moufti de Jérusalem. C'est-à-dire que au moment où on voit que Netanyahou n'arrive pas, a du mal à faire valider par le monde entier, comment dirais-je, l'ethnocide et le génocide qu'il est en train de pratiquer sur les Palestiniens de Gaza et même d'ailleurs de Cisjordanie demain, il faut qu'il en rajoute dans la pression et dans le mensonge. Et pour ça, il y a l'ultima ratio, l'argument ultime, c'est la réduction ad Hitlerum. Mais là, on est à un moment donné, on est toujours en train de dire quel est le nouvel Hitler. Alors le nouvel Hitler, c'est toujours celui dont on veut botter le cul. Bashar al-Assad now joins a list of Adolf Hitler and Saddam Hussein who've used these weapons in time of war. L'Europe a peur de Poutine, comme elle avait peur d'Hitler. Et là, le nouvel Hitler aujourd'hui, c'est le représentant religieux et politique d'ailleurs, puisqu'à l'époque c'était la même chose, c'est le moufti de Jérusalem, c'est-à-dire le représentant suprême des Palestiniens des années 30. Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. C'est intéressant parce que ça veut dire que finalement le révisionnisme est autorisé quand c'est Netanyahou qui le fait. J'aimerais que ça serve de jurisprudence pour finalement d'autres révisionnistes, hein, puisque finalement c'est au nom, je dirais, de la libre interprétation de l'histoire. Alors après, quant à la réalité des choses, ça devrait avoir des conséquences assez incroyables, parce que ça voudrait dire donc que
Hitler n'était pas exterminationniste. But a group of Zionists at the same time was quietly negotiating an agreement with the Nazis to allow the immigration of German Jews and the transfer of their assets to Palestine. That deal, reported in August 1933, was the transfer agreement. Palestine, sparsely settled by Jews at the time, was radically changed as a result. German Jewish settlement of Palestine was, for a time, official Nazi policy. These photos of Jewish life in Palestine, along with a lengthy text, appeared in 1934 in the Berlin paper Der Angriff. The publisher, Hitler's propaganda minister, Joseph Goebbels. A Nazi Visits Palestine was the title of the multi-part series. A medal was struck by Goebbels in commemoration. On one side, the swastika. On the other, the Star of David. Et donc la thèse exterminationniste est fausse jusqu'en 1941, donc c'est tardivement puisque Hitler prend le pouvoir en 1933, et que donc il serait devenu exterminationniste, c'est-à-dire qu'il serait passé de la solution finale territoriale à la solution finale stricte, hein, c'est-à-dire du déplacement des Juifs à l'extermination des Juifs, simplement parce qu'à un moment donné, il aurait sur le Conseil, ou pour obéir à quelqu'un qui n'était pas vraiment une puissance à l'époque, qui est le grand moufti de Jérusalem. Voilà l'histoire officielle depuis Netanyahou, depuis je sais pas quand là. Voilà. Donc méditons sur tout ça. Hein. Alors le commentaire, c'est qu'effectivement, depuis que Poutine a décidé de se mettre en travers du nouvel ordre mondial, je vous signale qu'à une époque, quand il a pris la succession d'Eltsine, dans une Russie qui n'était plus une Russie communiste, mais une Russie libérale, hein, une Russie qui fonctionne sur les oligarques. Hein, au départ, Poutine était un partenaire du processus mondialiste, ce que disait d'ailleurs très bien Pierre Hillard. Et puis à un moment donné, comme il est quand même un patriote russe et qui voulait quand même reconstituer ce qui avait été détruit par l'effondrement de l'URSS et la trahison de Eltsine, il a simplement défendu les intérêts non seulement supérieurs mais vitaux de la Russie. Depuis la fin de l'ère communiste, un petit groupe d'hommes d'affaires avait amassé des fortunes et exerçait un grand pouvoir dans le pays. Ces oligarques n'hésitaient pas à influencer la politique du gouvernement à leur avantage. Dès le début de son mandat, Poutine va les prendre pour cible. Les oligarques vont cesser d'exister en tant que classe. Le combat contre la criminalité inclut la lutte contre la corruption. Par conséquent, il n'y aura plus d'oligarques. Nous ne voulons pas régler son compte à Saddam Hussein. La Charte des Nations Unies ne contient aucune disposition qui nous permettrait de changer le régime de tel ou tel pays, qu'on l'aime ou pas. La communauté internationale ne doit avoir qu'un seul objectif. Soit on a la preuve que l'Irak n'a pas d'armes de destruction massive, soit on les découvre et on les détruit, et à ce moment-là, il faut faire comprendre aux Irakiens que leur intérêt est de coopérer davantage avec les inspecteurs. Bientôt, une banque de développement pour les BRICS. Les dirigeants des 5 pays émergents ont uni leurs voix pour créer une banque commune destinée à financer des infrastructures. Réunion sommet à Durban, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud entendent ainsi contourner l'Occident et se passer de la Banque mondiale, du FMI et des agences de notation. La Russie va créer son propre système de paiement électronique comme alternative au système des géants américains Visa et Mastercard. C'est ce qu'a annoncé jeudi le président russe Vladimir Poutine. Visa et Mastercard ont arrêté vendredi dernier de fournir leurs services de paiement aux clients de plusieurs banques russes après l'annonce la veille de sanctions par Washington. Нам нужно в полном объеме запустить свой пластик в этом году. Сделать так, чтобы он был доступен для наших граждан. Надо развивать его не только на территории Российской Федерации, но и за границу выводить. У нас Visa и Mastercard 97% обслуживают клиентов внутри России. Но это нормальная ситуация? Нет? L'Union économique euro-asiatique, c'est le vaste espace que le président russe Vladimir Poutine rêve de voir concurrencer les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. On pourrait, à première vue, juste en comparant les productions annuelles de richesse de l'Union eurasiatique et de l'Union européenne, conclure à une compétition entre David et Goliath. C'est oublier que la Russie et le Kazakhstan concentrent d'importantes richesses dans le domaine de l'énergie, 20% des réserves mondiales de gaz naturel et 15% des réserves pétrolières. Il a simplement défendu les intérêts non seulement supérieurs mais vitaux de la Russie. Hein, et à un moment donné, dans cette logique-là,
après avoir laissé faire la destruction de la Libye de Kadhafi, il s'est opposé à la destruction de la Syrie. Vladimir Poutine veut des preuves tangibles et avertit la communauté internationale en cas d'intervention unilatérale en Syrie. Conformément au droit international, seul le Conseil de sécurité de l'ONU peut sanctionner l'usage de la force contre un État souverain. Tout autre prétexte ou méthode qui pourrait être utilisé pour justifier l'usage de la force contre un État souverain et indépendant est inadmissible et peut être seulement interprété comme une agression. La destruction de la Syrie faisant partie du projet néoconservateur du redécoupage du Moyen-Orient, dont Thierry Messant était un des premiers à parler, et qui est aussi quelque chose qui est traçable, hein, je veux dire, c'est pas un fantasme. Donc à un moment donné, dans cette logique de destruction de la Syrie, Poutine étant un patriote russe, s'est opposé à la destruction de la Syrie parce qu'il est un partenaire de la Syrie. Pourquoi la Russie intervient-elle en Syrie ? D'abord clairement pour protéger ses propres intérêts dans le pays. Moscou possède en effet sur la côte syrienne à Tartous une base navale, sa seule ouverture en mer Méditerranée. Ensuite parce que Moscou considère que soutenir Bachar el-Assad est aujourd'hui le meilleur rempart pour contrer la progression du groupe État islamique qui compte dans ses rangs plus de 2000 djihadistes russes. Les Russes ont cette position aussi parce que pour eux, la vraie menace, c'est Daesh, puisqu'ils ont peur que cette organisation d'État islamique arrive à la limite de leur territoire et à leurs frontières. Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Poutine ne pouvait pas lâcher la Syrie d'Assad. Ne s'être pas soumis à ce processus, à ce calendrier mondialiste, on a commencé à lui déclencher une guerre à sa frontière, déstabiliser l'Ukraine. On l'a diabolisé de plus en plus. On voit qu'on le tracasse en permanence. Et là, aujourd'hui, parmi toutes ces petites tracasseries et diabolisations, on prétend que les sportifs et les athlètes russes seraient plus dopés que les autres et qu'ils devraient être interdits par la Fédération d'athlétisme internationale. Pour l'année 2016, nous recommandons que la Fédération russe soit suspendue. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il est sans doute très probable que les athlètes russes sont dopés, mais ils ne sont pas plus dopés que les athlètes américains et anglais. Dwayne Chambers, le sprinter anglais, affirme s'être dopé pendant 1 an. Et pourtant, il n'a jamais été contrôlé positif. Il a pris près de 300 médicaments. Il dit même, en octobre, je me suis administré des produits à 21 reprises comme de la THG, de l'OPO et de la testostérone. Je vous rappelle que Chambers court toujours actuellement. 1 an de suspension pour Tyson Gay. Le sprinter américain a été sanctionné par l'agence américaine antidopage vendredi. Il a été contrôlé positif en juin 2013. Qui sont d'ailleurs tous beaucoup plus dopés que les athlètes français, à mon avis. On est moins bon parce qu'on a du retard sur le dopage. Il suffit de regarder la musculature de Christophe Lemaître par rapport à la musculature des champions de sprint américains, notamment. Je parle pas d'ailleurs du champion jamaïcain Usain Bolt, qui lui a une musculature saine. Quand on est un sportif et qu'on connaît le sport, il suffit de regarder le biceps d'un coureur de 100 mètres pour savoir s'il a pris des hormones de croissance et des stéroïdes anabolisants ou pas. Hein. Vous comparez Frankie Fredericks à Lidford Christie à l'époque, ou Usain Bolt à son rival américain, et vous voyez qui est super chargé et qui ne l'est pas. Hein. Donc moi je veux bien qu'on disqualifie les athlètes russes pour dopage collectif, mais il faut disqualifier tous les athlètes américains aussi. Un couple en or, uni dans la victoire et la performance. Le conte de fées serait une arnaque. Montgomery et Jones sont aujourd'hui compagnons d'infamie. Le record du monde de Tim et les médailles d'or olympiques de Marion ne seraient pas naturelles. Voici l'homme qui l'affirme, Victor Conte, patron du laboratoire Balco, soi-disant nutritionniste, assure avoir fourni des anabolisants aux 2 sprinteurs américains. Les Jeux Olympiques sont vraiment une escroquerie. Les règles antidopage sont tellement faciles à contourner. C'est vraiment comme voler des bonbons à un enfant. Donc c'est bien, il y a bien aujourd'hui de la part de l'Occident mondialiste une persécution de plus en plus accrue du régime de Poutine pour insoumission, pour s'être mis en travers au nom des intérêts russes et au nom peut-être même d'une vision multipolaire, qui est aussi l'intérêt russe d'ailleurs, pour s'être mis en travers effectivement du projet mondialisme américain. Voilà. C'est comme ça qu'il faut analyser la situation.
Ça pourrait être une date heureuse parce que c'était vraiment un ennemi de la France par tous les moyens, hein, et un sale type. C'est qu'il n'y a qu'une solution, l'intervention, et l'intervention des militaires professionnels qui sont faits pour ça, qui sont faits pour protéger la veuve et l'orphelin. C'est pas aux soldats seuls de décider s'ils y vont ou s'ils y vont pas. C'est à nous de les encourager à y aller. C'est une guerre profondément, intégralement raciste. Ce sont les années 30 et 40 qui nous remontent à la gorge, qui nous saisissent. Pire du passé, pire du présent, pire de l'avenir. Milosevic incarne la banalité du pire. Si on n'arrête pas Poutine, il se sentira les mains libres, et c'est quand même la deuxième puissance nucléaire du monde. Il faudrait que M. Chirac réfléchisse. Parce que je pense que Saddam Hussein, c'est bien pire que tout ce que les Américains ont commis comme crime et comme horreur depuis, à savoir Abu Ghraib, Guantanamo, etc., que Saddam Hussein, c'était 2 millions de morts en 20 ans de dictature. Aujourd'hui, le régime iranien s'affirme partisan d'une politique de la brutalité, d'une politique de la cruauté, d'une politique fondée sur la peur. Là, tout à coup, parce que c'est Sharon, on dira Sharon égale Hitler. Ça, c'est le dépassement d'une critique politique. C'est la haine. Un sale type qui a été de tous les mauvais combats et qui, je le rappelle d'ailleurs, comme puisqu'on parlait tout à l'heure de Philippe Val, a commencé dans le communisme pur et dur. Des années durant, il fut un jeune agrégé de philo marxiste à l'extrême, défenseur de la terrible révolution culturelle des maoïstes. Puis il prit part aux journées de mai 68. C'est dans la foulée qu'il devint un proche de Jean-Paul Sartre. Pour finir néoconservateur, hein, pour finir à l'extrême droite américano-sioniste. On peut dire que pour vous, l'Irak, c'est une guerre humanitaire, hein, aider les Irakiens à se débarrasser de Saddam Hussein au nom du devoir d'ingérence, c'est une bonne chose. Écoutez, d'abord, je ne suis pas un inconditionnel des Américains. Ouais. Hein, je suis un inconditionnel de la chute de Saddam Hussein. Le Kosovo, ça dure déjà depuis quelques années. C'est quand même mieux, le travail qu'a fait Kouchner, là. La seule constante est toujours la déstabilisation de la France, la lutte contre les frontières, hein, et la détestation effectivement de notre monde, de ce monde helléno-chrétien qui est le nôtre, hein, avec quelque chose de sous-jacent derrière, qui est sans doute son appartenance à une communauté d'élite sûre d'elle-même et dominatrice, et qui le démontre d'ailleurs depuis mai 68, puisque ce sont les seuls qui sont passés à la caisse, hein, à partir de cet événement dont le rôle a été, je l'ai rappelé à un journaliste stupide récemment chez nous, a été de chasser De Gaulle pour son insoumission de plus en plus accrue à l'impérialisme américain et américano-sioniste. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Quand même. Donc on pourrait effectivement non pas se réjouir, mais se dire bon ça en fait un de moins. Glucksmann, ça en fait un de moins sur le terrain du mensonge et de la manipulation systématiquement anti-française. On pourrait espérer que Cohn-Bendit le suive prochainement, mais malheureusement pour Glucksmann, on voit que là il y a des dynasties. C'est que son fils a pris déjà la relève et sur la même ligne. Hein. Alors qui sont les réacs ? C'est une coalition de gens qui peuvent être opposés les uns aux autres, qui peuvent même se faire la guerre, mais qui fondamentalement sont d'accord sur une chose, c'est que le monde mélangé, métissé, plein fait d'échanges et de liberté dans lequel on vit, est un monde à abattre.